Imaginez-vous si les 8 fois où il a été sifflé hors jeu, il aurait réussi que la moitié, s'il aurait réussi à déjouer la moitié de ses actions, il aurait déjoué le hors-jeu. Quel score serait-il? Et maintenant, imaginez-vous s'il aurait déjoué ces 4 fois les hors-jeu et qu'il aurait été décisif dans les fois où il a eu des face-à-face. Imaginez qu'est-ce que ça aurait été donné, ça aurait donné comme classico. Bon, il est temps que maintenant il soit remis à sa place. Ce n'est plus une superstar, c'est un joueur de l'équipe et il doit accepter de faire des sacrifices pour l'équipe comme tout le monde. Moins de temps de jeu, plus de concurrence et des fois commencer le match sur le banc. Bonjour mesdames et messieurs, fans du Real Madrid, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va décrypter, ou en tout cas, je veux donner mon opinion sur la fessée qu'on a reçue au Classico. Je traverse une période difficile, c'est pour cela que je n'ai pas pu la faire avant. Mais en tant que fan du Real Madrid, je me vois mal faire les débriefs des matchs qui viennent si on ne prend pas le temps de débriefer ce match-ci. Alors, le débrief va se passer en étapes successives jusqu'à finir avec les attaquants et vous devinez, Mbappé, ça sera pour la fin. Donc, on va passer l'équipe, le coach, la défense, le milieu et on finira avec l'attaque. Alors, pour commencer, l'équipe. Le Classico n'a fait que confirmer toutes les choses que je vous ai parfois dit de temps à autre dans mes vidéos ici, comme vous le savez. Je crois que sur les 3 derniers matchs, je vous ai précisé que le problème du Real Madrid, c'est que 1. Il rencontrait des gens qui n'avaient pas des attaquants de classe mondiale, parce qu'on concédait beaucoup trop d'occasions, et 2. Le jeu n'était pas structuré, parce que on voyait bien qu'il y avait des fulgurances personnelles qui faisaient qu'on marquait des buts, mais il n'y avait pas de fond de jeu. Et on l'a payé sur ce match face au Barça. Le Barça a une équipe qui n'a quasiment pas changé, mais par contre a un coach qui a pris l'équipe et qui a forgé une identité de jeu pour l'équipe. Quitte à ce que ça soit risqué, au moins il y a une identité de jeu, il y a un schéma tactique, et vous voyez bien que les passes, les automatismes, les déclenchements des ouvertures, des balles en profondeur se font sans avoir besoin de lever la tête. C'est quasi intuitif. Tandis qu'au Real, il n'y a pas de certitude. Et ce qui a conduit l'équipe à sortir un schéma tactique. Vraiment, même moi, je n'ai pas compris quand je l'ai vu. Et donc, l'équipe n'a fait que confirmer ce qu'on disait ici depuis. Face à une équipe organisée, de même niveau, avec des attaquants d'un niveau classe mondiale ou bons attaquants, le Real allait perdre. C'est mal tombé. Le Barça a un vrai attaquant de classe mondiale, bien supérieur à Vinicius et Mbappé, comme on l'a vu. Lewandowski n'a pas rigolé. Ses 2 premières occasions franches, il les a mises. Et je dirais même que la première occasion franche, il a mise, et la deuxième occasion, même si elle n'était pas franche, il a transformé. Et là, peut-être que vous voyez déjà la différence, si vous avez vu le match, entre un attaquant de classe mondiale, et je dis bien un attaquant de classe mondiale, et un bon joueur de football ou un bon attaquant. Donc on passe, on était condamné à perdre, vu notre jeu, on était condamné à perdre. Le deuxième problème, c'est la formation, c'est le coach. Le coach, je n'ai pas compris pourquoi il a aligné cette équipe. Si Brahim Diaz, il est en forme, pourquoi il n'a pas mis Brahim Diaz à droite? Pourquoi il a été mettre Bellingham à droite? Surtout que depuis l'année dernière, je n'ai pas vu une seule fois Bellingham jouer à droite. Il aurait pu le mettre à gauche, comme il a l'habitude de le mettre, mais il a mis Bellingham à droite. Ça, je n'ai pas bien compris. Et en plus de ça, il a mis Bellingham à droite, je n'ai pas bien compris c'est qui a joué à gauche. Parce que Modric, il n'a pas été titulaire. Et je pense que c'était Kamavinga peut-être qui était à gauche. Et donc, dès que j'ai vu le début du match, parce que j'ai vu le match, dès que j'ai vu la composition du début du match, j'ai su qu'on avait un problème. Parce qu'à ce niveau de compétition, à ce niveau de rivalité,
Tu sais bien que le Barça n'a pas une équipe ultra physique, il n'a pas un milieu de gens qui courent partout comme des lapins. Tu aurais pu laisser Modric. Parce que là, ce qui compte, c'est la conservation du ballon. C'est les temps de repos que tu permets à tes joueurs d'avoir. Et là, j'ai pas compris qu'un mec avec le CV d'Ancelotti qui décide d'aligner une équipe où personne n'a le niveau de ballon adéquat pour résister à la pression. Ça s'est vu comment ils n'ont pas arrêté de bazarder le ballon. Tchouaméni, Kamavinga, Valverde, ils n'ont pas arrêté de bazarder le ballon. Et Bellingham, lui, il était à contre-courant pendant tout le match. Il bazardait les actions. Non mais c'était une catastrophe. Donc je n'ai pas compris la composition d'Ancelotti. Franchement, pour une fois, je dois dire que là, j'ai pas compris. Modric qui commençait à retrouver des certitudes dans le jeu. Modric qui aide à garder le ballon. Modric qui aide à sortir le ballon. Parce que Modric, il peut descendre très bas pour organiser le jeu et il peut être très haut pour accélérer le jeu quand les milieux de terrain récupèrent le ballon. Il a mis Modric sur le banc. Et au lieu de mettre Bellingham dans un système où il pourrait mieux exploiter les ballons, il a mis Bellingham à droite. Dès que j'ai vu ça, je suis qu'on allait avoir des problèmes. Et malgré cela, le plan aurait pu marcher. Et donc, oui, point négatif, c'est vraiment la composition d'équipe d'Ancelotti. Ça prouve bien que le mec, il est en difficulté, il n'a pas de certitude au niveau de ses joueurs, ou peut-être qu'il avait peur des certitudes que le Barça a, et donc il n'a pas voulu jouer le jeu du Real, et de toute manière, nous n'avons pas de jeu, parce que Modric, ça fait que 2 fois qu'il a été titularisé, 2 fois d'affilée, c'était les 2 dernières semaines, et donc moi je pensais que cette 3e semaine, ça serait peut-être l'occasion pour lui de profiter de ces 2 semaines où il a joué. Il le met sur le banc. Et donc, premier bémol au niveau du coach, c'est ça. Ce que j'ai aimé par contre, c'est que, une fois de plus, il n'a pas été trop sévère, malgré qu'il ait dit la vérité sur Kylian Mbappé, il n'a pas été trop sévère. Et ça, c'est ce qu'on aime, la sérénité chez ce mec. Malgré qu'on s'est pris une claque, il n'a pas sacrifié son équipe, il n'a pas critiqué son équipe en public. Maintenant, sur la défense. Sur la défense du Real Madrid, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. La défense, contrairement au match précédent, c'est plutôt bien débrouillé. Parce que même si on a pris 4 buts, la défense a été un peu plus rigoureuse dans son fonctionnement que dans les matchs précédents. Parce qu'ici, on a beau dire, c'était face à l'une des meilleures équipes avec l'un des meilleurs jeux de la Liga qu'on a joué. Et donc c'était normal qu'ils se procurent des occasions. C'était normal que leurs occasions soient mieux construites. C'était normal que l'inspiration de leurs attaques soit mieux construite. Et donc c'est normal qu'ils se procurent des occasions. D'autant que nous-mêmes aussi, nous nous sommes procuré des occasions, mais nous n'avons pas eu le même succès qu'eux. Et donc, la défense, moi, je les accable pas trop. Parce que quand on voit les choses qui se sont passées, la défense a failli, mais on a des circonstances qui peuvent atténuer ça. Lucas Vázquez, c'était, je crois, sa 2e titularisation. Et donc, on comprend qu'il a un peu de mal, et surtout que le 2e match arrive contre une vraie menace qui était Rafinha. Et donc, c'est normal qu'il a un peu plus de difficultés. Militao, bon, il fait que confirmer, c'est un bon remplaçant, mais c'est pas un bon titulaire. Et rendons grâce qu'il dépanne très bien par rapport à Alaba. Ensuite, ce qui nous a vraiment flingué sur la défense, c'est le goal. Parce que c'est lui qui a été vraiment décisif pour le Real, au-delà de Rudiger qui aidait beaucoup et de Tchouaméni qui aidait beaucoup à l'anticipation, c'est vraiment Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il a remporté pas mal de situations de 1 contre 1. Et quand on voit les buts de Lewandowski, Lunin déjà, il était bien placé. Sur le premier but de Lewandowski, Lunin, il est bien placé. Sur le 2e but de Lewandowski, Lunin, il est encore bien placé. Et donc, on peut se permettre d'envisager peut-être qu'avec Thibaut Courtois, ça ne serait pas arrivé. Ou alors, il aurait pu sortir ses ballons. Et donc,
Le premier manque vraiment, c'est Thibaut Courtois. Ensuite, comme je vous ai dit, on a passé la défense. Le milieu de terrain, c'était la déception. C'était la déception totale. Et donc, il y a des séquences où on a un peu joué, mais on aurait joué tellement mieux, si on aurait eu un Modric pour organiser, pour ramener un peu plus de sérénité. Parce que ce qui nous a vraiment manqué dans ce match, c'est la sérénité de pouvoir mettre des ouvertures dans le beau tempo à Vinicius et à Mbappé. Parce qu'il y avait largement la place de faire soit match nul, soit de crucifier le Barça. Parce que imaginez les premières actions avec un mec qui est capable de mettre des bons ballons dans le dos de la défense, avec la vitesse de Vinicius et d'Mbappé. On aurait pu largement ouvrir le score. Et nous nous approchons du point fatidique de ce match. L'attaque. On a clairement vu, pendant ce match, l'impact de manquer d'un joueur meneur de jeu. Parce que Vinicius n'est jamais aussi bon quand il est bien servi dans la profondeur. Vinicius peut marquer des buts de 80 mètres comme il a fait avec Dortmund, c'est sûr. Mais Vinicius n'est jamais aussi fort quand il est bien servi et qu'il est servi dans le beau tempo et qu'il court contre les défenseurs, il prend les défenseurs de vitesse et il finit. Il n'est jamais aussi fort que dans ce contexte. Et là, il a manqué de ce contexte-là. Malgré cela, on s'est quand même procuré des occasions et lui-même, il s'est procuré, je crois, des occasions, mais ça reste relatif par rapport à la prestation catastrophique d'Mbappé. Vraiment, le focus, c'est Mbappé. Et c'est là que vous voyez la différence de tout ce que je vous ai dit sur le nouveau football. Le nouveau football favorise plus l'athlétisme à la science du football, au flair du football. Mbappé, il a un physique et des aptitudes athlétiques exceptionnelles. Des aptitudes qui lui permettent, même avec des dribbles simples, d'être ultra efficace, largement au-dessus de la moyenne. Parce qu'il sort plus vite de ses dribbles et ses dribbles sont dévastateurs parce qu'il bouge beaucoup plus vite que les autres. Mais là, on a vu tout ce qui lui manque. C'était catastrophique à quel point on a vu tout ce qui lui manque par rapport aux grands attaquants du passé. Et c'est pour cela qu'on vous dit, quand quelqu'un est technique, quand quelqu'un sent le foot, eh bien, il n'a pas vraiment besoin d'être le plus athlétique du monde. Vous prenez un Berbatov, un Ibrahimovic, un Thierry Henry, un Van Nistelrooy, un Raoul. Ces gens-là ne sont pas peut-être aussi athlétiques que Mbappé, et d'autres le sont, puisque Henry l'était. Mais ces gens-là ont développé un sens du but, un flair du but, un sens de l'attaquant, un sens du buteur. Parce que moi, je fais un peu plus la différence entre les buteurs et les attaquants. Les buteurs, moi, je place les buteurs dans le genre de Raoul, Trezeguet, Van Nistelrooy, de mecs qui sentent le but, qui sentent l'action, qui sont là à la fin de l'action ou qui sont là pour mettre le bon pied au bon moment dans la surface de réparation. Par contre, pour moi, les grands attaquants, là, par contre, je place des gens comme Henry, je place des gens comme Drogba, parce que Drogba, il avait un peu des deux. Il pouvait partir de loin, il pouvait partir de beaucoup plus loin, il pouvait finir dans la surface. Mais des gens qui étaient vraiment très très forts à ça, je pense à des Shevchenko, à des Ronaldo, à des Michael Owen, à des gens comme ça. Des gens qui partaient de loin. Et Mbappé, normalement, il aurait dû être de ces gens-là. Mais sauf que tu ne peux pas être de ces gens-là juste parce que tu cours vite. Il te faut savoir être patient, il te faut savoir manœuvrer, il te faut du vice. Il ne te faut pas juste courir comme ça parce que tu cours plus vite que les autres et croire que ça fera de toi le meilleur attaquant. Si c'était ça, Usain Bolt serait déjà le meilleur attaquant au monde. Et c'est ce qu'on a vu avec Mbappé. Oui, hors jeu.
Comment est-ce que tu peux faire oui hors-jeu quand tu as une défense aussi lente que la défense que le Barça avait alignée contre toi? Pourquoi tu as besoin de faire oui hors-jeu? Sois patient, pars au bon moment, tu es quasiment garanti d'être devant le défenseur. Peut-être pas de 50 mètres, peut-être pas de 5 mètres, mais tu es au moins garanti d'avoir les 40, les 1 mètre d'avance. Et surtout là où vous voyez que Mbappé, c'est pas un grand attaquant, c'est qu'il anticipe le fait de partir et de vouloir être absolument devant le défenseur comme s'il n'était pas en confiance de finir dans l'adversité. Quand vous comparez Mbappé à moi, l'un des attaquants qui m'a le plus impressionné, c'était Diego Milito. Diego Milito dans le jeu de Mourinho, c'était exactement la tactique que le Real a utilisée cette année. Si vous regardez la campagne de l'Inter en 2010, Diego Milito, Schneider et tout l'Inter, ils jouaient exactement la tactique que Ancelotti a voulu utiliser. Et donc, comme je disais, tu ne peux pas, à ce niveau-là, à ce niveau de match-là, un niveau tactique aussi faible. Il a montré un niveau tactique, on aurait dit un joueur de quartier. Vous, si jamais il y a ouverture dans le dos de la défense, vous partez carrément du milieu de terrain. Tu t'appelles Mbappé, tu atteins les 36 à l'heure. Pourquoi tu as besoin de partir en avance par rapport aux défenseurs? Surtout en sachant que dans votre équipe, vous n'avez pas un mec de la qualité de Kroos ou de Modric sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il te faut être plus patient que le mec, il lève la tête, qu'il te voit et qu'il lance la balle. Au lieu de ça, il a passé son temps à être hors jeu. Mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que quand il a eu des occasions de face à face, et c'est là qu'on a vraiment vu que le palier des autres attaquants du Real, il était vraiment haut. Quand vous connaissez l'histoire du Real, quand vous savez les attaquants qui ont réussi au Real, et c'est ce que Mourinho il reprochait à Benzema avant, et que Benzema a gommé dans les 3 dernières années qu'il a passé au Real, c'est que Benzema est devenu clinique. C'était rare de voir Benzema faire un match où il tire 3 ou 4 fois sans que le ballon soit cadré, soit marqué de but. Et Mbappé, à chaque occasion qu'il a eu de redonner le moral à son équipe, il a raté. Il a raté les buts, il a tout raté. Même la première occasion qu'il a là dans les toutes premières minutes du match, c'est symbolique. Il va jusqu'au bout et il rate. Il rate alors qu'il aurait pu décaler Vinicius de l'autre côté, je crois. Il rate. Ça, c'était... Dès que j'ai vu ça, j'ai dit c'est cuit. Il a joué sans intelligence de jeu. L'autre côté des cages, c'était bien ouvert. Il aurait pu faire un enveloppé à la Henry parce qu'il disait qu'il avait bossé des choses comme ça. Non, mais franchement, ce match-ci, ça symbolisait tout ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, Ancelotti va le protéger jusqu'à un certain moment, mais il y aura un moment où ces lacunes vont sauter aux yeux de tout le monde. Le foot, c'est pas que courir vite. Et là, on en a eu l'illustration parfaite. Le foot, c'est pas que courir vite. Et les gens ont confondu le fait que Mbappé, pour son âge, courait extrêmement vite et époumonait les défenseurs quand il avait 17-20 ans, quand il montait, au fait qu'il manquait d'intelligence de jeu. Parce que là, on l'a clairement vu. L'intelligence de jeu, surtout l'intelligence d'attaquant qu'il voulait être au Real, il ne l'a pas. Là, j'accepte même plus de débat. Il n'y a pas de débat. Mbappé, pour l'instant, n'a pas le niveau d'un attaquant titulaire du Real Madrid. Qu'on ne me dise pas le contraire. Après, il y a l'enchaînement petit filet qu'il a mis qui était bien. Mais sauf que il faut répéter ces efforts-là. Il faut répéter ces exploits-là. Et il faut être décisif. Tu ne peux pas être décisif à mi-temps quand tu joues au Real Madrid. Ça a été un match catastrophique, surtout du côté offensif. Parce que la précipitation d'Mbappé fait que des occasions qui auraient pu être concrétisées, il a été sifflé hors jeu pour rien. S'il aurait été un tant soit peu patient ou il aurait bien essayé de jouer le hors jeu, il les aurait marqués. Et les occasions où il a été en face à face, il les a perdues. Donc à chaque fois qu'il pouvait ramener ce équipe, il pouvait ramener le moral, il pouvait faire changer le tempo du match ou faire changer la tendance du match, il n'a rien fait.
Donc, il a contribué à enfoncer l'équipe. Imaginez-vous, vous êtes une équipe, vous jouez face à une équipe. Par exemple, le but du Barça, ça a pris tout le monde de court le premier but. L'ouverture que trouve le milieu de terrain du Barcelone, ça a pris tout le monde de court. Mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais derrière ça, si vous avez un attaquant, quand c'est à lui, c'est à son tour de faire un face-à-face, il fait n'importe quoi comme a fait Mbappé. C'est normal que ça vous plonge le moral dans les chaussettes. Et c'est en cela, Mbappé, il a été catastrophique. C'est à cela que Mbappé, il a fait foirer l'équipe. Et moi, je ne dis pas que ce n'est pas une faillite collective, c'est une faillite collective parce qu'on a vu qu'il y a, pour moi, les deux principaux responsables de cette débâcle, c'est premièrement Ancelotti parce qu'il a voulu expérimenter une équipe alors qu'il aurait dû mettre l'équipe qui marchait depuis les 2 derniers matchs, il aurait dû laisser celle-là parce que c'était celle qui avait le plus de certitude, surtout en sortant du match contre Dortmund. Il aurait dû laisser cette équipe-là. Et l'autre grand responsable, c'est Mbappé. Parce que s'il y en a bien un qui aurait pu renverser la vapeur, faire douter le Barça, faire ressortir cette magie du Real Madrid, c'était lui avec les occasions qu'il a eues. Imaginez-vous si les 8 fois où il a été sifflé hors jeu, il aurait réussi que la moitié, s'il aurait réussi à déjouer la moitié de ses actions, il aurait déjoué le hors-jeu. Quel score serait-il? Et maintenant, imaginez-vous s'il aurait déjoué ces 4 fois les hors-jeu et qu'il aurait été décisif dans les fois où il a eu des face-à-face. Imaginez qu'est-ce que ça aurait été donné, ça aurait donné comme classico. Et là donc, vous voyez l'écart qu'il y a entre un attaquant de classe mondiale et maintenant, j'espère que vous avez vu c'est quoi un attaquant de classe mondiale et un bon attaquant. Mbappé, c'est un grand joueur, mais c'est un attaquant. C'est un bon attaquant, c'est pas un attaquant de classe mondiale. Parce qu'on peut plus dire que Mbappé, c'est un joueur de classe mondiale, le mec qui joue en attaque sans avoir le niveau d'un attaquant de classe mondiale. C'est du contresens. Mbappé est un grand joueur, mais c'est un attaquant normal. Ou alors c'est un bon attaquant. Mais c'est pas un attaquant de classe mondiale. En tout cas, sur ce qu'il montre cette année, il est très loin du niveau classe mondiale. Et la comparaison, je pense, va s'arrêter là. Parce que la première année de Ronaldo, R9 au Real Madrid, on a vu ce que ça donnait. La première année de Ronaldo au Barça, on a vu ce que ça donnait. La première année de Cristiano au Real, on a vu ce que ça donnait. La première année de Mbappé dans une grande compétition, enfin dans un grand championnat, dans le plus grand match du championnat, c'est un ratage total. Un ratage total. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'un grand attaquant comme lui ne pouvait pas savoir qu'il fallait qu'il soit décisif dans ce match. Et ce truc-là là, de 8 hors-jeu, là, ça lui portera préjudice à vie. Parce que ça a vraiment montré que non. Le mec, il pense pas à foot. Le mec, il pense à courir. Le mec, il pense pas à foot. Ou en tout cas, s'il pense pas, ou en tout cas, quand je dis il pense pas à foot, ne pensez pas que je le mets au même niveau que nous les amateurs ou quoi que ce soit. Non, il est bien meilleur que nous les amateurs. Mais il ne pense pas à foot par rapport à la place où il est. Parce que tous les autres attaquants qui ont été titulaires au Real Madrid ne pensent pas foot comme Mbappé. Ils pensent beaucoup mieux foot que Mbappé. L'absence de patience, la précipitation, le manque d'efficience, non, c'est trop. C'est trop pour te permettre de te comparer ou de te dire que tu es un bon attaquant pour le Real Madrid. Non, c'est pas possible. Et donc, pour moi, je conclue là. Je pense qu'il est temps que Mbappé subisse la concurrence qu'il mérite. Je pense qu'il est temps d'offrir beaucoup plus de temps de jeu à Henrik. Comme ça poussera peut-être Mbappé à vouloir démontrer qu'il mérite de jouer plus que Henrik. Et je pense aussi qu'il est temps, une bonne fois pour toutes, de recadrer ce milieu, de trouver ou d'accepter le risque qui va avec un meneur de jeu lent. Parce que quand Kroos il était là, c'était le même risque. Et Kroos, il est beaucoup moins mobile que Modric, mais on a accepté d'avoir Kroos sur le terrain. Et je ne comprends pas pourquoi cette année,
à cause peut-être d'Mbappé et de tous ces joueurs offensifs, on sacrifie peut-être le constructeur de jeu au profit de contenter les égos des attaquants. Non, je pense qu'il est temps soit de construire, parce que Bellingham ne rechigne pas à la tâche, de construire un milieu où on met Modric au meneur de jeu et Bellingham au milieu, Bellingham aussi dans le milieu pour que à deux ils puissent construire le jeu, d'autant plus que Bellingham travaille beaucoup plus défensivement au lieu de faire des approximations comme on fait là. Je pense que Tchouaméni et Kamavinga ne doivent plus être alignés. Il vaudrait peut-être mieux un milieu concentré. Modric, moi je verrais un milieu Modric, Valverde, Bellingham, Kamavinga ou Tchouaméni. Et si c'est Tchouaméni, que Tchouaméni soit vraiment en milieu défensif central, comme l'était Casemiro, comme l'était Lassana Diarra, comme l'était Makelele. Parce que Valverde et Bellingham, ils ont une activité assez intense. Et quand ils sont fatigués, ils peuvent être remplacés par Ceballos ou Karim Diaz. Ou même Modric pourrait être remplacé par Karim Diaz quand il est fatigué. Mais il est temps d'arrêter de se préoccuper des égos des joueurs offensifs parce que c'est en train de tuer l'équipe. On est en train de manquer d'efficacité ou même de réduire le milieu à 3. Mais là, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Ancelotti nous prévoit pour la suite, mais en tout cas, on a vu que le truc de vouloir gérer en contentant les joueurs offensifs, ça ne marche plus. Et je pense qu'il est temps qu'il reprenne la main et qu'il fasse des choix forts pour qu'on retrouve de la cohésion, surtout dans le jeu. Une équipe comme le Real Madrid ne peut pas jouer sans un jeu collectif que l'on comprend ou que eux-mêmes ils comprennent. Parce qu'on le voit, ils ont de plus en plus de mal à sortir le ballon de l'arrière. Alors que l'année dernière, Kroos, c'est pas le plus rapide, mais Kroos, il était là, il donnait de la sérénité. Et on retrouve un peu de ça quand il y a Modric. Alors on va pas sacrifier ça pour contenter je ne sais pas quoi. Donc en tout cas, bilan, match catastrophique, le coach qui se reprenne, Mbappé, bon, il est temps que maintenant il soit remis à sa place. Ce n'est plus une superstar, c'est un joueur de l'équipe et il doit accepter de faire des sacrifices pour l'équipe comme tout le monde. Moins de temps de jeu, plus de concurrence et des fois commencer le match sur le banc. Je vois rien à dire de plus. Peace out.